Raquel Garrido, et évidemment je vous donne aussi la parole dans un instant. On a changé de logiciel en matière de politique d'immigration avec ce texte hier pour vous? Oui, surtout je crois que toute cette conversation qui a été mise en bouche par le macronisme déjà depuis septembre 2022, je rappelle, hein, c'est le 15 septembre 2022 que le président Macron annonce cette loi. Ce changement de conversation, pour moi, c'est vraiment l'œuvre d'un gouvernement en échec. En échec sur les politiques sociales, sur les politiques de logement, sur les politiques de santé. C'est pas les premiers à être en échec. Il y avait des gouvernements avant, le gouvernement Hollande, le gouvernement Sarkozy, etc. Tous ces gouvernants qui ont saccagé les services publics, rendu la vie aux Français absolument misérable. Et en fait, ils ont toujours la même ruse qui est, à un moment donné, quand ils sont face à leur irresponsabilité, leur nullité politique, eh ben ils disent ah bah enlevons des droits aux étrangers. Tiens, mais oui, ils ont trop d'allocations ces étrangers, mais alors, on va leur enlever. Ou ils sont trop soignés, on va les soigner moins. Comme si la moindre de ces mesures-là contre les étrangers apportait le moindre mieux-être pour les Français. Et ce qui m'attriste, moi, ce matin, j'ai l'amertume réellement de la défaite. Je dis aussi d'autant plus que je suis moi-même immigrée. Parce que j'ai du mal à croire qu'à la maison, les gens gobent ce genre de manœuvre politicienne. J'ai du mal à croire qu'à la maison, vous êtes persuadés, certains d'entre vous à la maison, que grâce à ce type de loi contre les étrangers, vos enfants vont être mieux éduqués à l'école, que vous allez être mieux soignés, que vos loyers vont baisser, que vos enfants auront plus accès à un logement décent. Mais enfin, mais comment vous pouvez gober ça de la part de ces politiciens qui gouvernent depuis des dizaines d'années, et qui en fait vous ont ruiné tout de même. Sur le fond de ce sujet et sur les problèmes qu'il pose à Raquel Garrido et à d'autres ce matin. Moi, je voudrais déjà dire, en effet, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, oui, la majorité ne pourra pas essayer de cacher qu'elle est en train de traverser une crise profonde. Ce qui s'est passé hier, c'est en effet particulièrement grave et c'est surtout la suite d'un épisode particulièrement douloureux qui dure depuis maintenant 1 an et demi, c'est-à-dire depuis que M. Darmanin a annoncé sa loi. Parce que si cette loi était si facile à faire passer par le Parlement, on n'aurait pas attendu 18 mois pour l'avoir arrivé. Et ce qui s'est passé hier, enfin je veux dire, il y a quand même 59 députés de la majorité qui se sont abstenus ou votés contre. Il y en a en plus 3 qui sont pas venus, alors que la semaine dernière, la motion de rejet a été votée, notamment parce qu'il manquait de mobilisation au sein même des rangs de la majorité. Et parmi les députés qui se sont opposés ou abstenus, je veux dire, il y a quand même des éminentes personnalités qui siègent au sein de cette majorité. Je veux dire, quand même Sacha Houlié, le président de la commission des lois, il y a des anciens ministres, Madame, Monsieur Travers, il y a quand même la co-rapporteure du texte, Madame Jacquier-Laforge. Et en plus, il y a des ministres qui menacent de démissionner. On ne sait pas trop s'ils vont le faire, pas le faire. Peut-être est-ce qu'ils changent d'avis. Mais en tout cas, c'est très compliqué. Et c'est compliqué au point que ça pousse Emmanuel Macron à prendre la parole, alors qu'il aurait très bien pu le faire avant. Mais tout ça, ça montre qu'ils sont très mal à l'aise avec ce sujet, qu'ils se sont couchés devant notamment les revendications d'un certain nombre de LR. Mais là, nous, ça nous réjouit puisque les LR se sont inspirés du programme de Marine Le Pen. Et là, en fait, on dirait qu'ils essayent de rétro-pédaler, qu'ils disent bon, on a été trop à droite parce qu'il fallait absolument avoir un accord parce que sinon c'était un double camouflet pour Monsieur Darmanin. Et maintenant, ils disent tiens, on va rétro-pédaler et on va essayer de recourir derrière la gauche en disant oh, mais le Conseil constitutionnel va nous censurer. Franchement, c'est pas très sérieux. Et moi, ce que je dis, nous, avec Marine Le Pen, on proposera un programme ferme en matière d'immigration qui correspond aux attentes des Français et toutes les mesures qui vont être retoquées par le Conseil constitutionnel. Nous disons aux Français, ne vous inquiétez pas, quand Marine Le Pen sera élue présidente de la République, nous vous présenterons un référendum qui nous permettront de... Vous faites déjà les prochaines élections. Oui. Non, mais c'est important que ce référendum nous permettra de reprendre notre souveraineté en matière d'immigration. Alors, on va débattre du fond, évidemment, essentiel. Je voudrais juste qu'on aille prendre le pouls du côté de l'Assemblée nationale. Sophie Dupont, on parle du malaise au sein de la majorité. Ça, on ne peut pas le nier, il est là. Comment ça se passe ce matin à l'Assemblée ?
Alors, la Première ministre parlait ce matin d'un sentiment du devoir accompli. Je vais vous parler d'un autre sentiment, un sentiment de gueule de bois. Et ces mots, ce ne sont pas les miens, mais ceux du député Sacha Houlié, président de la commission des lois, député Renaissance de la première heure d'Emmanuel Macron, tenant de l'aile gauche, qui a voté contre le projet de loi immigration hier. Et ces mots, ils résument bien l'état d'esprit aujourd'hui de la majorité à l'Assemblée, parce que certes, le texte a été voté au Sénat et à l'Assemblée, mais à quel prix? Le paysage politique est bouleversé ce matin. La philosophie du en même temps prônée par Emmanuel Macron remise en cause, et la majorité se réveille avec 59 frondeurs. Un député sur 4 de la majorité n'a pas voté ce texte. Alors pour autant, il n'y aura pas de sanctions qui seront prononcées contre eux. Pas de chasse aux sorcières, dit-on, du côté de la majorité, qui veut se concentrer sur une autre question. Comment peut-elle s'en remettre alors que la Première ministre appelle ce matin à passer à autre chose? Je voulais finir sur une anecdote. Lundi soir, on était avec l'ancien président de la République, François Hollande, qui alertait sur le risque de voir des frondeurs apparaître sur ce texte et qui avait cette mise en garde. Quand les frondeurs apparaissent, ce n'est jamais bon signe, ça se termine toujours mal. Emmanuel Macron a vu apparaître hier 59 frondeurs dans sa majorité. Sophie Dupont avec Adrien Fache. Il a de l'expérience en termes de frondeurs, François Hollande. On peut peut-être l'écouter sur ce point-là. Le chef de l'État va essayer d'apaiser les frondeurs. Il va reprendre la parole en fin de journée. Est-ce qu'il y a, Laurent, un peu d'étonnement à avoir sur le choix du président qui va donc aller dans une émission très respectable, c'est à vous, mais ce qu'on appelle d'infotainment, un moment où Sacha Houlié dit gueule de bois, où Yael Braun-Pivet, il y a quelques instants sur BFM, dit il y a un malaise, c'est un moment douloureux pour la majorité. Est-ce que l'infotainment est la bonne tonalité à choisir pour répondre à ces interrogations-là? Le choix est assez simple à expliquer. Il veut montrer tout simplement qu'il n'y a pas de crise, que tout ça est relativement banal, que c'est la vie politique telle qu'elle va quand on n'a pas de majorité absolue, et qu'une fois que ce texte a été adopté, pour les Français, eh bien, il sera temps de passer à autre chose. Juste un mot, enfin plus exactement deux choses. Et je pense que le président de la République va sans doute le dire ce soir. Bien sûr, il y a l'avis des éditorialistes politiques, des journalistes qui commentent la vie politique. Et Dieu sait si la semaine qu'on vient de vivre est hors norme. Très bien. Mais le vrai juge de paix, il est peut-être pas là. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Nous, en tout cas, avoir l'humilité de le dire. Le juge de paix, ce sont les Français qui regardent ce qui vient de se passer. Or, à 80%, ils étaient pour les mesures qui sont dans cette loi. Faut pas l'oublier. À l'inverse de la réforme des retraites, où ils étaient à 80% contre. Et donc, leur dire non sur la réforme des retraites et leur dire non une deuxième fois sur la loi immigration, c'était d'une certaine manière les léser deux fois. Et le vrai juge de paix, il est peut-être là. On peut le déplorer. Ensuite, chacun a ses convictions. Ça s'appelle la démocratie, monsieur Neumann. Très bien, vous l'appelez comme vous voulez. Mais nous qui regardons ça, nous commentons les postures. Et quelque chose me dit que si le Rassemblement national est allé, après avoir dit que les lignes rouges, c'était la régularisation des sans-papiers, voter cette loi quand même, c'est sans doute aussi pour se raccrocher à cette opinion publique où 80% des gens étaient favorables au contenu de la loi. Et c'est sans doute l'argument que va employer le chef de l'État ce soir en disant cette loi, on l'a pas fait pour nous, on l'a fait pour les Français. Après, on va peut-être se rendre compte dans quelques jours, je l'ai dit il y a un instant, que des tas de mesures de cette loi vont être retoquées par le Conseil constitutionnel. Et puis, deuxième remarque, et après j'en arrête là, il y a une erreur que commettent tous les responsables politiques depuis 40 ans. L'immigration est laissée à la seule initiative du ministère de l'Intérieur. Alors que la question de l'immigration, ça n'est pas une question seulement de sécurité. C'est une question d'éducation, c'est une question de diplomatie pour reconduire les gens dans leur pays d'origine, c'est une question d'accès à l'emploi, c'est une question qui est multifactorielle. Et depuis 40 ans, les lois sont pilotées par le ministère de l'Intérieur. Et on a vu qu'on est peut-être arrivé au bout de cela. Et vous avez vu comment, au cours de cette discussion, le ministre de l'Emploi a disparu des radars. C'était la loi Darmanin, alors qu'au départ, c'était la loi Darmanin du SOPT. Je le dis parce que ça fait 40 ans que toutes les majorités, de droite comme de gauche, c'était la 22e loi sur l'immigration depuis 30 ans. La 22e, et elles ont toutes été conduites de la même manière. Transition toute faite pour savoir et lancer ce débat, pour savoir si on s'y est bien pris ou mal pris sur le fond de ce texte. Pour ça, on va peut-être reprendre le fil des dernières heures et on va faire ça avec Benoît Galleret. Bonjour Benoît. Bonjour. On en est là ce matin après des heures tragicomiques. Oui, ambiance électrique, en tout cas à l'Assemblée, puisque la gauche y a repris des arguments qu'on retrouvait déjà en ligne, des accusations, par exemple, croquées par le dessinateur Alan Barth, croquant Éric Ciotti, Emmanuel Macron en groom de Marine Le Pen. Puis-je porter vos idées, madame, demande le président. Donc après la validation du Sénat, c'était au tour de l'Assemblée, dont la présidente a réalisé très vite hier que le vote allait être agité. Écoutez.
Alors mes chers collègues, vraiment, ça va pas être possible de continuer comme ça. Monsieur Guedj, Monsieur Guedj. Allez. Allez, on redescend la pression, s'il vous plaît. Monsieur Bild pour le Rassemblement national. La pression, bien sûr, sans surprise, n'est pas redescendue. Même dans les couloirs, durant les suspensions de séance, le socialiste Jérôme Guedj continue d'exhorter ses confrères et consoeurs à ne pas voter ce texte. Écoutez-le interpeller la députée Renaissance, Monique Iborra. La majorité est à 268, tu votes avec les voix du RN. Un jour, t'as été de gauche, toi. Un jour, t'as été de gauche et tu votes avec les voix du Rassemblement national. Tu fais passer ce texte avec eux, j'ai honte pour vous. J'ai honte, alors qu'au contraire, aucune compromission avec l'extrême droite. Voilà ce que défend au micro Elisabeth Borne, renversant même l'accusation. C'est la NUPES, dit-elle, qui fait des appels du pied incessants au RN, a rejeté d'ailleurs le débat de ce texte. La première ministre de souligner par ailleurs ce que cette loi offre aux étrangers, formation, cours de français, et surtout, insiste à la tribune le ministre de l'Intérieur, des régularisations inédites qui devraient déplaire au RN, dit-il. Madame Le Pen, vous avez dit pendant des mois, des semaines et des années que vous ne voteriez aucune mesure de régularisation de sans-papiers. Et vous allez voter manifestement 10 000 régularisations de sans-papiers par an. Bravo! Tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie politique, c'est manifestement des petits coups. Vous n'êtes pas prêt pour le pouvoir et c'est tant mieux. Gérald Darmanin qui a beau afficher ainsi ses distances à l'approche du vote, c'est une Marine Le Pen tout sourire qui confirme devant la presse que oui, le RN votera bien ce texte dont il faut même, dit-elle, se réjouir. Se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant la priorité nationale, certes pas assez sévère à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Une victoire du RN qui a de quoi mettre mal à l'aise certains élus Renaissance, comme Gilles Legendre, écoutez. Ils ont réussi à nous tendre un piège qui vient de se refermer sur nous. Je crois qu'auprès de mes collègues, mon vote ne fait guère de doute. Ne pas forcément voter ce texte, il n'est pas le seul au sein de la majorité à exprimer ses doutes, mais à l'heure du vote, eh bien la version dure passe et même largement à l'annonce des résultats. Les députés de gauche brandissent des pancartes, liberté, égalité, fraternité, remous, chahut, suspension de séance, mais ils restent en place et entonne, vous allez le voir, une Marseillaise rapidement reprise en chœur par l'autre bout de l'hémicycle, les rangs RN, au moment capturé par notre confrère de RMC, Cyprien Pézeril, écoutez. 349 voix pour, 186 contre. Gérald Darmanin d'insister à la sortie. Vous voyez bien, même sans les voix du RN, le texte serait passé, dit-il. Sans les voix du Rassemblement national, on a vu que la majorité était large, et même si on retire les voix du Rassemblement national, très large. Et donc je pense que c'est vraiment important de voir que la majorité parlementaire, mais aussi les alliés politiques qu'il y a eu, ont montré que la majorité a été unie. Une majorité unie qui n'a pas besoin des voix du RN. C'est allé un peu vite sur les réserves exprimées. Le PS Olivier Sor, comme d'autres, sortent de les calculettes. Certes, si l'extrême droite s'était abstenue, le texte passait quand même. Mais c'est la députée RN Laure Lavalette qui le souligne elle-même. Si ses collègues avaient voté contre, là, la loi eût été retoquée. Le texte ne serait pas passé, dit-elle. Fermine de l'ignorer. À de quoi mettre en colère l'écologiste Sandrine Rousseau. Les éléments de langage de Gérald Darmanin, ça suffit. Vraiment, ça suffit. Si ça n'était pas un texte qui flattait l'extrême droite, le RN ne le voterait pas. Donc on arrête. On arrête d'essayer d'imposer un récit qui est à l'inverse de la réalité des faits. Là, ils sont allés chercher les voix du RN, ils ont les voix du RN, et bien qu'ils s'en satisfassent et qu'ils aient ça au pied maintenant comme casserole jusqu'à la fin du mandat. Un dernier dessin, celui de CAC dans l'opinion. Pour finir, vous me laisserez quand même des trucs à faire pour mon quinquennat, demande Marine Le Pen à Gérald Darmanin et Éric Ciotti. Alors, au moins une caricature qui a fait sourire quelques personnes sur ce plateau. Merci Benoît. Raquel Garrido, on en est là. Le président de la République va donc parler ce soir. Invité d'émission, c'est à vous. On peut vous dire que l'émission va durer 2 heures, de 19h à 21h. Le chef de l'État aura le temps de s'exprimer. Qu'est-ce que vous lui demandez maintenant que ce texte a été voté ?
je lui demandais de le retirer. Je continue de considérer que ce texte doit être retiré parce qu'il fragmente la société française. Mais je pense que le président de la République n'est pas dupe et qu'il sait que c'est pour ça que cette loi existe. Le président de la République, c'est un président dont l'action législative et politique a abouti à une concentration inédite des richesses dans notre pays. Vous avez plus que jamais l'argent. Les richesses sont captées entre les mains de peu de personnes dans le dos du grand nombre. Ça n'est pas tenable, ça n'est pas tenable. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas lui qui a inventé cette ruse, hein, de diviser le peuple pour mieux les asservir, les endormir. Mais c'est ce qu'il fait. Et donc, il vient et il appelle qui? La cavalerie extrême droite. Et dont la fonction historique a toujours été de faire ceci. C'est-à-dire, plutôt que de unir le peuple, plutôt que de fédérer le peuple, par exemple, comme on l'a fait pendant la magnifique mobilisation contre la loi retraite à 64 ans, eh bien, l'extrême droite vient et aide, en fait, l'extrême richesse à nous diviser. Est-ce voilà. que vous mesurez un grand à quel point vous êtes déconnecté? Votre outrance, vos excès, les Français n'en peuvent plus. Ce que vous avez fait encore hier dans l'hémicycle, ce que vous faites sur les plateaux, à expliquer que la France est raciste et xénophobe, les Français, ils attendent simplement qu'on leur redise qu'aujourd'hui, la France doit rester ce qu'elle est. Et aujourd'hui, ils la voient couler sur leurs pieds parce que l'immigration est incontrôlée. Ils ne savent plus comment faire. On assiste à chaque fois à des faits sur le territoire que on qualifie de faits divers, qui ne sont pas des faits divers, qui sont des véritables attaques contre la France. Et donc les Français, ça n'en veulent plus. Et donc ils nous ont demandé de travailler à un texte. Et est-ce que vous pouvez vous dire à un moment donné que la démocratie, c'est l'expression du peuple? Madame Blin, vous avez été élue, Madame Blin. Garrido, comme tous les autres députés de cet hémicycle. Nous avons et nous sommes tous légitimes. Donc le vote qui s'est exprimé hier est le vote qui a été exprimé par le peuple au moment des élections législatives. Et donc vous ne pouvez pas demander tout simplement que le président de la République le retire. C'est simplement bafouer la démocratie et l'expression populaire, l'expression du peuple français. Madame Blin, voilà, c'est scandaleux. Madame Blin, là où vous avez raison, c'est que clairement s'est exprimée une majorité dans cet hémicycle. Voilà. Une majorité donc vous devez la respecter. avec les voix, les 88 voix de l'extrême droite, sans lesquelles ça c'est votre rhétorique. Ce que non, les Français ça c'est arithmétique. veulent, là, non, c'est vous qui ne respectez pas. Non. Vous voyez, c'est vous que la composition de l'hémicycle dérange. Pas du tout. Il y a 88 députés. Madame Garrido, vous n'êtes pas supérieur à un député du Rassemblement national. Vous n'êtes pas député à un député macroniste. Tous les députés de cet hémicycle. Laissez-moi terminer, Madame Blin. Votre majorité pour cette loi va de l'extrême droite jusqu'à une partie de la majorité présidentielle. Vous émettez le nombre de fois où le Rassemblement national vote avec la NUPES. Pardon, mais je croyais que vous parliez de respecter les élus. Oui. Moi, je respecte aujourd'hui et je leur dis merci. Voilà. Ces députés, ces 62 députés qui ont manqué à l'appel hier. Je leur dis merci parce que je pense que c'était la chose honorable à faire, la chose digne à faire. Et elle donne espoir à des gens comme moi, voilà, que on a encore quelque chose ensemble à faire en commun dans ce pays. Et je le dis, bien sûr que la pression de l'extrême droite est très forte. Et à telle enseigne que vous avez des gens de la droite historique comme Madame Blin qui nous avons travaillé, nous essayons de travailler pour la France et les Français que vous semblez oublier, Madame Garrido. Alors qu'ils sont les responsables Français des nous échecs. ont demandé ces mesures, Monsieur Neumann l'a rappelé. À 80%, les Français souhaitent que les Républicains ont mis sur la table, ont versé au débat. Vous êtes comme tous ces gouvernants qui ont échoué. Vous avez saccagé le Ah non, moi je n'ai jamais fait partie à aucune majorité, contrairement à ce qu'a fait la NUPES avec la gauche. Vous avez saccagé la santé. Alors, aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est d'augmenter les salaires. On va reprendre. Madame Garrido. Je prends un exemple. Non. Mais on va continuer, vous inquiétez pas. Et l'honnêteté de dire que le Rassemblement national et la NUPES volent très souvent main dans la main. Quand nous proposons d'indexer les salaires sur l'inflation, vous êtes économiquement, ils votent avec vous, ils vous le savez bien. Vous êtes contre. Il y a 3 personnes qui ont très envie de parler et vous allez reprendre toutes les deux la parole. On fait juste une mini pause. Ça pèse les esprits, vous voyez, c'est la météo. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite du live BFM et les débats toujours aussi agités autour des différentes questions, autour de cette crise politique qui agite le pays depuis hier. La Macronie va-t-elle résister au vote sur ce texte immigration passé hier? Un vote trop à droite pour certains, un texte trop à droite pour certains, un ministre qui dit vouloir démissionner. C'est un non-sujet pour le moment, dit Elisabeth Borne. Le Conseil des ministres va s'ouvrir d'ici une trentaine de minutes dans une ambiance, on peut l'imaginer, un peu tendue. Léopold Debert, vous êtes à l'Élysée. Ce que l'on sait, en tout cas sur le déroulé de la journée, c'est que le chef de l'État va donc s'exprimer en fin de journée sur cet avou.
Oui, ça sera effectivement chez nos confrères de France 5 et selon nos informations, la durée de cette émission, ce sera 2 heures, un format extrêmement long pour le président de la République qui n'a pas l'habitude d'accorder autant de temps. C'est dire que ce choix de communication, il tranche avec une interview de 10 minutes par exemple, un journal télévisé, 20 minutes. Non, là ce seront donc 120 minutes au total pour aborder lors de la première heure, selon nos informations, l'année 2023 et évidemment l'événement qui vient de se produire hier, ce vote à l'Assemblée nationale, évidemment aussi les divisions dans la majorité et cette question, vous en parliez Philippe, est-ce qu'il y a des ministres qui veulent démissionner? Les questions seront donc a priori posées et en deuxième heure, cette fois-ci à partir de 20h, ce sera plutôt l'année 2024 qui sera abordée, les enjeux avec cette volonté, on le comprend aussi peut-être de se projeter sur la suite. On a entendu ce matin sur France Inter Elisabeth Borne dire qu'elle voulait passer à autre chose et c'est peut-être ça aussi la volonté de l'Elysée, parler de maintenant bien sûr mais se projeter pour essayer d'enjamber les obstacles et de potentielles questions qui se posent. Ça sera donc à suivre, un format plus convivial qu'un format de journal télévisé, un format donc stratégique également pour le gouvernement. Merci beaucoup Léopold Debert. On suit évidemment ce Conseil des ministres qui débutera d'ici 30 minutes avec vous, avec Lucie Mamon. Edwige Diaz, 2 heures pour le chef de l'État en infotainment. Bilan et perspective finalement. Je crois que ça ne changera rien. Emmanuel Macron nous habitue à ces coups de com' réguliers. Tout le monde se souvient. C'est de la com' ce soir d'aller dans cet abri plutôt sur un plateau de JT. Oui, je pense en fait il va essayer de faire oublier ce qui s'est passé, d'essayer de dire faut aller de l'avant. Mais en fait à chaque fois qu'Emmanuel Macron prend la parole, ça ne règle aucun problème. Souvenez-vous des fameux grands débats pendant les Gilets jaunes. Ça n'a rien réglé. Les conventions citoyennes sur le climat notamment, ça n'a rien changé. Le Conseil national de la refondation, ça n'a rien changé. Les 100 jours d'apaisement l'année dernière qui finalement se sont soldés par des émeutes. Les nouveaux grands rendez-vous, les rendez-vous de Saint-Denis, pareil, ça n'a rien donné. Donc ce soir, ça ne donnera rien. Emmanuel Macron ne fera jamais oublier qu'il est le président de la casse sociale, de la casse du service public, de la perte de pouvoir d'achat des Français. Oui, de l'explosion de l'insécurité, puis le président des 49.3. Très sincèrement, je pense que ces 2 heures ne feront pas oublier qu'il est au plus bas en matière de cote de popularité. Il voit, à mon avis, avec beaucoup d'inquiétude, la gifle électorale qu'ils vont recevoir au moment des prochaines élections européennes du 9 juin prochain. Donc là, Emmanuel Macron essaye de ramer, mais je pense très sincèrement très tourné vers les prochaines élections et européennes et présidentielles déjà. C'est intéressant parce que le Front National n'a pas voté le pacte asile-immigration qui a débouché sur un accord entre les socialistes, les centristes et la droite au Parlement européen. C'est le vrai bon niveau d'action quand on veut lutter contre l'immigration. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est en. Ça fait 7 ans. J'ai pas parlé depuis une demi-heure. Je vous ai pas interrompu. Ça fait 7 ans que ce texte est en discussion au Parlement européen. 7 ans. Et aujourd'hui, à 8 heures après 2 jours de négociations avec le Conseil européen, avec la Commission européenne, avec le Parlement européen, les moyens vont être donnés à l'ensemble des pays pour lutter véritablement contre l'immigration irrégulière. Et ça, Jordan Bardella et ses eurodéputés aux frontières extérieures. On va parler. Jordan Bardella et ses. Mais je vous promets qu'on parle du fond dans un instant du texte. S'il vous plaît, sur l'intervention, Mohamed Akila n'a pas parlé non plus beaucoup. Mohamed Akila, qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron ce soir? Est-ce que vous demandez, comme Raquel Garrido, pardon, il y a un instant, le retrait du texte? Je veux bien qu'on un peu de sérénité d'ailleurs dans ces débats. Monsieur Gaudin, je trouve que là, on est en train de. Je me suis exprimé sur le texte. Je me suis exprimé sur le texte, y compris hier, en demandant le retrait. Bon. Donc vous souhaitez il a été voté, donc, et je respecte la démocratie. Je reviens juste sur un terme. Effectivement, certains ont exprimé des convictions, et notamment au sein de mon groupe. C'est pas pour autant que c'est des frondeurs. Parce que quand on vote avec le gouvernement, alors dans ce cas-là, c'est les Playmobil. Donc je refute complètement ce terme de frondeur. Quant à l'Europe, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines concernant l'Europe. Aujourd'hui, le Rassemblement national, l'Europe, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Et ils voulaient sortir il n'y a pas si longtemps de l'Europe. On a vu ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, où sortir de l'Europe, c'était faire face à l'immigration. On voit que l'immigration aujourd'hui en Grande-Bretagne, elle a été multipliée par 3, par 5. Regardons nos amis italiens. Pareil, ils devaient mettre des frontières de partout et aujourd'hui, ils demandent quoi? Ils demandent le secours de l'Europe et plus d'Europe. Donc Marine Le Pen, elle est complètement en contradiction par rapport aux idées qu'elle porte et les Français le savent très bien. Alors proposez, on va parler du fond, on va parler de ce texte. Pour poser les éléments qui posent problème, sur lesquels vous allez débattre, on va faire place à nos éclaireurs.
Fanny Wegscheider, on va faire le point avec vous avant d'en débattre, des points qui posent souci pour savoir si on a oui ou non changé de logiciel en matière de politique migratoire en France hier soir. Alors on regarde les principaux points bloquants à l'heure actuelle, à commencer par tout d'abord les prestations sociales dont peuvent bénéficier les étrangers. Dans le texte qui a été adopté hier, eh bien, les allocations familiales désormais pourront être accordées aux étrangers qui travaillent s'ils sont résidents en France depuis au moins 5 ans. S'ils n'ont pas d'emploi, ce sera 30 mois sur le territoire. Les allocations personnalisées au logement, les APL, pourront être également attribuées au bout de 5 ans de résidence pour les personnes avec emploi et 3 mois pour les étrangers sans emploi. Voilà, et on corrige effectivement, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'emploi que ce sera 5 ans de résidence. Oui, pour ceux qui ont un emploi, 30 mois, petite erreur à l'infographie qu'on va corriger. Autre point important, c'est l'instauration de quotas économiques pour les étrangers. Oui, alors les quotas d'admission d'étrangers sur le sol français. Dans le texte de loi, eh bien, désormais, il sera mis en place ces quotas pour les 3 prochaines années sur motif économique. Et tous les ans, eh bien, le gouvernement s'engage à organiser un débat au Parlement sur la question de l'immigration. Et puis des évolutions également sur le droit à la nationalité, la déchéance de nationalité également. Oui, alors le droit au sol pour commencer, regardez ce que prévoit le nouveau texte. Tout d'abord, eh bien désormais, il faudra faire sa demande de nationalité française si on est né en France de parents étrangers entre 16 ans et 18 ans. Et une personne qui aura été condamnée pour crime, elle ne pourra tout simplement pas être naturalisée, elle ne pourra pas obtenir la nationalité française, pardon. Et en ce qui concerne la déchéance de nationalité, eh bien, toute personne qui a la binationalité pourra être concernée si elle a été condamnée pour avoir tué un membre des forces de l'ordre. Merci beaucoup Fanny pour ces explications. Voilà les éléments pour débattre. Christophe Jacobizine, je vous accueille. D'ailleurs, bonjour. Merci d'avoir rejoint. Là, je voudrais rajouter quelque chose de très important dans le texte de loi, qui est un peu une aberration, mais on va demander aux étudiants qui viennent faire leurs études en France de déposer une caution. Oui. Pour être sûr qu'ils repartent à la fin de leurs études au moment où on se bat pour attirer des talents du monde entier. D'ailleurs, il y a une tribune des 3 présidents des écoles de commerce françaises, HEC, ESSEC, ESCP, qui regrettent ce matin cette disposition. Non seulement on va leur demander une caution, mais en plus, il y aura des quotas. C'est une perte des talents, disent-ils. Et il y aura aussi des quotas à la fin des études. On ne pourra pas accepter, il y aura un nombre maximum d'étudiants étrangers à qui on donnera un titre de séjour à l'issue de leurs études. Donc, 2 mesures qui vont à l'encontre de tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en matière, en tout cas, de recherche de talents, de compétences. On fait la guerre de l'IA, on fait la guerre des technologies. On va demander aux étudiants qui ont fait politique ou centrale de repartir chez eux. Bon. Les termes du débat sont posés. On a changé de logiciel, de politique migratoire, le X-Ignore, Anne-Laure Blin. C'est un virage ? On n'a pas changé de logiciel. On a voté hier soir des mesures qui vont dans le bon sens, que les Républicains ont travaillé, encore une fois, depuis très longtemps, qui sont nécessaires, parce qu'il fallait poser un certain nombre de sujets de l'ordre du domaine de la loi. Mais quand j'entends votre reporter dire que la Première ministre veut passer rapidement à autre chose, elle se trompe. La réalité, c'est que le texte hier est une première étape, mais elle doit aller naturellement de pair avec une réforme profonde de la Constitution. Contrairement à ce que me disait M. Signor, il n'y a rien qui a été voté hier. Non, mais laissez-moi juste terminer. Rien n'a été voté par les députés hier européens. C'est un mensonge. Le Parlement européen a déjà voté. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de décisions. Oui, je me suis bien renseignée, mais ce que vous avez dit est un pur mensonge. Écoutez-vous, non, je termine, monsieur Signor. Ça fait une demi-heure que vous parlez et vous ne proposez pas. Alors là, une question, vous allez répondre. Il y a aujourd'hui des vrais sujets au niveau de l'Europe. Parce que nous sommes soumis aux traités internationaux. Il faut que la France reprenne la main. Non, mais vous n'êtes pas journaliste. Non, mais je me permets d'une... Vous avez simplement dit un mensonge. J'ai une question sur la Constitution et la réforme que vous appelez de vos vœux matin, midi et soir, tout comme le Rassemblement national. Ah ben oui, elle sera bien nécessaire. Parce que l'oufbec qu'on doit aller chercher aux frais du contribuable, vous n'y avez pas répondu. Allez-y, Loïc. Jordan Bardella, avec tous les désaccords que je peux avoir avec lui, ils sont nombreux, est venu les désaccords que j'ai avec lui, ils sont très nombreux. Il est venu à Saint-Denis
à la demande du président de la République, notamment pour statuer notamment sur l'extension de l'article 11 de la Constitution. Mais vous allez me poser la question de pourquoi Éric Ciotti n'est pas venu. C'est marrant, vous anticipez les questions. Bien sûr que non, vous le redites sur tous les plateaux, c'est vos éléments de langage. Vous êtes c'est pas un élément de langage, c'est un simple... Si je peux terminer une phrase, Madame Blin, je vais parler plus fort que vous, je vais faire comme Raquel Garrido. À un moment donné, je me demande... Tu n'as rien demandé, ça. Oui, mais on a eu l'écho de Raquel Garrido hier soir vers 23h, qui est encore dans ma tête. Je demande à Madame Blin pourquoi Éric Ciotti, alors qu'il le demande matin, midi et soir, ne vient pas aux rencontres de Saint-Denis, accéder à la demande du président de la République, d'étendre l'article 11 qui permettrait de changer la Constitution et de pouvoir faire et de pouvoir faire un référendum. Je voudrais qu'on reste un peu sur notre texte là, s'il vous plaît. Monsieur Signor me pose une question, je vais donc y répondre. D'un mot, s'il vous plaît. Depuis les accords ou ces rencontres de Saint-Denis, que s'est-il passé, Monsieur Signor? Donc elles ne servent à rien. Strictement rien, elles ne servent à rien. Rien n'a été mis sur la table, contrairement à ce que nous avons fait. Nous avons mis 2 textes, notamment inconstitutionnels. Est-ce qu'on a changé de logiciel? Est-ce que ce matin vous vous retrouvez dans la politique migratoire de la France? Alors, pardonnez-moi. Ce qu'on voit ce matin, c'est une tentative ratée de la part des macronistes de mettre en scène une dispute avec sa nouvelle majorité. Là, en face de nous, ce que vous avez, c'est la nouvelle majorité. C'est arithmétique, là, ils sont tous ensemble, tous d'accord. Et ici, avec M. L'Aquila, nous, on est ceux qui avons voté contre. Alors, évidemment, la politique en France ce matin est différente de ce que l'était hier soir. C'est un fait. C'est un fait qui est absolument irrévocable. C'est pas le logiciel de l'immigration qui a changé, parce qu'effectivement, il y a des forces agissantes. Vous votez la retraite à 64 ans alors maintenant? Pas du tout. Si vous êtes avec Monsieur Modem, vous votez la retraite à 64 ans. Sur les retraites, non, mais si on change de majorité, sur les retraites, on n'a pas eu le droit de voter, donc ne la ramenez pas trop, s'il vous plaît. Parce qu'on en est à 23-49-3, et vous avez fait à 49 si vous voulez changer de majorité, dont acte, mais bienvenue au Modem, bienvenue dans la majorité. On va demander au principal intéressé. Vous continuez cette tentative. La vérité, c'est que en dehors de la si on veut, il faut que chacun comprenne ici que ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui était de faire semblant qu'il n'y avait pas ces grandes contradictions dans la société entre ceux qui veulent capter les richesses et ceux qui veulent les produire et les partager et en vivre, ceux qui veulent vivre de leur travail vis-à-vis de ceux qui veulent vivre de leur rente. Voilà, cette grande opposition, elle est encore au devant de nous. Voilà. Et cette loi, parce qu'elle a enlevé, vous l'avez énoncé, des droits sociaux à certains, pave le chemin à ce qu'on enlève des droits sociaux pour tous. Vous savez que ce qui constitue le regard de tous ces gens en face, c'est qu'ils n'aiment pas les allocataires tout court. Ils n'aiment pas les gens dans les HLM tout court. Ils n'aiment pas les personnes, les mères solos qui s'occupent de leurs enfants. Ils les aiment pas tout court. Placement aléatoire qui n'a pas été réfléchi, on n'a pas fait de ce matin. Derrière, ce sera les Français, parce qu'on dira, ah mais vous, madame, de se serrer la ceinture. Vous, madame, on dira à propos des Français, je termine, parce que ça suffit maintenant. Moi, mes enfants, d'accord, ils ont une mère étrangère, immigrée et un père français. Dans votre logiciel à vous, mes enfants sont pas français comme les vôtres. Ils vivaient aussi dans un HLM, a priori, auquel les Français n'ont pas droit dans la grande majorité. C'est une atmosphère de guerre civile. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est à la fois marquer ce matin la peine, la souffrance intime que j'ai par rapport à ce que vous avez fait, cette défiguration de la France. De vous, Madame Garrido. S'il vous plaît, Mohamed Akila. Alors, s'il vous plaît, Mohamed Akila, on a beaucoup parlé de lui, ce serait bien qu'il exprime. Aussi en tant qu'immigré, on a quelque chose à dire. Mais chacun a son intimité, chacun a son histoire, chacun a son parcours. Et arrêtez de parler de s'il vous plaît, les immigrés, ça vous intéresse? Non, vous faites des lois s'il vous plaît. Pour vous, les immigrés, c'est une portion congrue. Mais vous respectez la vie. Vous faites des lois qui sont attentatoires à notre dignité. Merci. S'il vous plaît, Loïc Signor. Vous n'assumez pas ce que vous faites parce que vous êtes devant moi. Mais ceux qui sont là, vous ignorez le nom, le prénom et les s'il vous plaît, on ne va pas couper les micros. Mohamed Akila, qu'on a beaucoup parlé de vous, elle est où votre majorité? Ça, vous allez vous rétablir ce que vous pensez? Moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le sujet de fond. Peut-être votre majorité, puisqu'on vous a dit que vous étiez avec Raquel Garrido. Vous êtes de quel côté? Non. On peut dire ce qu'on veut. Effectivement, là, sur ce sujet-là, il y a des expressions, des sensibilités différentes qui se sont exprimées. Maintenant, sur le sujet de fond, ce qu'on regrette et ce que je regrette à titre personnel, c'est qu'on n'ait pas travaillé vraiment le sujet de fond. Je rappelle, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des enfants quand même qui meurent aujourd'hui en traversant la Méditerranée. Il y a des femmes qui meurent en traversant la Méditerranée. Elles ne viennent pas pour le plaisir. Ils ne viennent pas pour le plaisir. Donc, il y a un sujet de fond. Je vous rappelle quelques chiffres. 1,4 milliard aujourd'hui d'Africains. À l'horizon 2050, ils seront à 2 milliards. Et en Europe, on est à peine à 450 millions.
on aura forcément ces sujets à traiter, mais il faut les traiter aujourd'hui. Les passeurs. C'est donc ce qu'on a bien fait. Excusez-moi, non, je parle de sujets sérieux. Mais oui, les passeurs qui se nourrissent aujourd'hui de la misère. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique? Pour avoir discuté avec le président récemment du Bénin, on me dit on forme des médecins chez nous, des ingénieurs qui sont formés aussi en Europe, et ensuite vous les récupérez. Moi, je suis pour l'ouverture. D'où la caution. Donc aujourd'hui, l'Afrique a besoin de sa matière grise. On est en train de piller aussi ses cerveaux. Or, pour que ce continent se développe son économie, il a besoin d'être aidé, pas financièrement, mais qu'il y ait des allers-retours, effectivement. On forme des ingénieurs aujourd'hui. Quand vous allez dans les hôpitaux, qui vous retrouvez dans les hôpitaux, qui vous retrouvez dans les centres de recherche? Donc aujourd'hui, il faut travailler sur le sujet de fond, et le sujet de fond, c'est pas simplement montrer l'étranger en disant. Est-ce qu'on a handicapé notre économie? Monsieur Lakila. La caution permettra justement aux étrangers de retourner dans leur pays et de construire, c'est tout l'intérêt. Ce qui est sûr, c'est qu'après, il y aura plein de choses à dire sur le plan politique, parce que c'est vrai que votre plateau est passionnant. Aujourd'hui, il raconte plein de choses sur ce qu'est en train de devenir notre 5e République. En revanche, sur le plan économique, bien sûr qu'on a handicapé notre économie, parce que la loi qui a été votée hier est une loi qu'on aurait pu voter il y a 20 ans, au moment où il y avait des tensions il y avait beaucoup de chômage. On a entendu loi Pasqua hier. François Mitterrand disait d'ailleurs, on a tout essayé contre le chômage, parce qu'il y avait une population active très importante, pas assez d'emplois, beaucoup de chômeurs. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 7% de chômage. Beaucoup d'entreprises nous disent qu'elles ont du mal à recruter, qu'elles sont parfois obligées de recruter une population immigrée sans papier, et qu'elles souhaitaient que cette population soit régularisée, notamment sans qu'il y ait un droit de veto potentiel du préfet. Je parle, d'un point de vue économique. Regardez en Europe, la démographie est très faible. Les besoins de l'économie sont forts. Il est évident qu'on aura besoin de main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle Christophe Jacubizine, Gérald Darmanin a annoncé hier 10 000 régularisations de travailleurs étrangers. On retrouvera à la fin. C'est pas beaucoup. C'est la fin de régularisation. En fait, avec la France Insoumise, c'est toujours rien, et avec le Rassemblement National, il faudrait toujours plus. L'éloge de la nuance, pardon. Il y a aujourd'hui un taux de chômage très important parmi la population étrangère. C'est très difficile d'être nuancé et d'avoir des propos de bon sens au milieu des extrêmes. Le bon sens, c'est que les travailleurs français. Excusez-moi, mais essayez d'avoir une réflexion de bon sens et de nuance avec Raquel Garrido dans mon oreille gauche et le Rassemblement National dans mon oreille droite. C'est assez difficile d'avoir une réflexion équilibrée. Vous êtes neutre là, c'est-à-dire vous êtes transparent. Je ne suis pas neutre. En fait, il faut choisir votre camp, monsieur. Il faut choisir votre camp. Mais bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Avec l'extrême droite. J'ai une inquiétude. J'espère que vous serez avec nous, madame. J'ai une inquiétude pour les oreilles de Christophe Jacubizine. Et de déverrouiller les freins à l'emploi. Vous avez le mot de la fin. Ouais, juste une remarque, parce que ce plateau, il est passionnant. Il est ce qu'on va vivre au cours des prochaines années. En fait, il y avait une sorte on avait gelé le paysage politique en juin, alors qu'en juin, le gouvernement est un gouvernement avec une majorité relative, minoritaire. Il n'y a pas de majorité absolue. Donc ce gouvernement, contrairement à ce qui se passe en général dans ces républiques, qu'on soit en cohabitation ou en régime présidentiel, il y a toujours une majorité. Là, il n'y en a pas. Donc il va falloir, sur chaque projet, trouver des majorités différentes. C'est la fin du en même temps, vous avez raison. Et donc, par exemple, ceux qui réclament une proportionnelle, on vit finalement aujourd'hui ce qu'on vivrait avec une proportionnelle. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Ouais. Ça veut dire que sur chaque sujet, il y aura des majorités différentes. Hier, il faut quand même rappeler qu'on a eu une large majorité sur ce texte. C'est 349 voix pour, 180. Donc quelque part, c'est la démocratie aussi. Je ne sais pas si le texte est bien ou pas bien, mais il y a eu une large majorité de députés qui ont adopté ce texte. Et donc il est passé grâce au vote de RN. Et les énergies renouvelables ont été votées avec les voix des communistes. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. C'est ce que vient de dire. Non mais je crois qu'on peut s'en féliciter. Au bout d'un moment, on peut se dire que la démocratie est fatiguée, malade, contestée. Et quand nous avons une représentation nationale qui vote au-delà des clivages, vous avez été passionnant. Monsieur le Président de la République, les enseignants. Il faut absolument lutter contre le fascisme en votant contre les vous n'avez plus de parti politique. Restons sur ce mot de Christophe Jacubizine. Vous avez été passionnants tous les uns et les autres. Merci d'être venus sur le plateau. Merci à vous tous d'être venus débattre passionnant. Et on va continuer ce débat passionnant avec d'autres invités.